Il est apparu à ce moment précis où tout le monde avait déjà reculé. Le berger allemand, que l'on considérait comme perdu, se jetait sur tout ce qui l'entourait, jusqu'à ce que le vétéran fasse un pas qui changea tout. Personne ne s'attendait à la fin de leur rencontre, ni à la manière dont elle allait bouleverser leur vie. Abonnez-vous et dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo. Le choc métallique résonna dans la cour déserte comme un coup de tonnerre sec et brutal. Le son, aigu et violent, fendit l'air avant de se répercuter contre les murs de béton, revenant en écho, amplifié par le vide. À l'intérieur de l'enclos de transport, une grande berger allemand gris et blanc se jetait contre les barreaux avec une force désespérée, frappant de tout son corps la grille froide. Chaque impact faisait vibrer le métal. Chaque mouvement semblait guidé par une urgence primitive. Non pas celle de l'attaque, mais celle de la fuite. Le chien haletait, ses flancs se soulevaient de manière irrégulière, ses griffes glissaient sur le sol, laissant des traces invisibles de panique et de peur. Quelques heures plus tôt, un employé du service de capture animale avait été attaqué. Une morsure, rapide mais profonde, avait suffi. Le rapport était déjà rédigé, les signatures presque toutes apposées. Sur un bureau, dans un bâtiment administratif à quelques kilomètres de là, reposait un document au poids définitif. Une décision irrévocable, pensait-il. L'euthanasie n'était plus une hypothèse, mais une formalité en attente d'exécution. Dans cette cour silencieuse, personne ne parlait plus de seconde chance. Le chien, pourtant, ne ressemblait pas à un monstre. Ses yeux d'un brun sombre presque humain ne reflétaient pas la rage aveugle que l'on décrivait dans les dossiers. Ils étaient dilatés, humides, levés vers le ciel comme s'ils craignaient quelque chose que personne d'autre ne voyait. À chaque bruit, à chaque vibration, son corps se raidissait, prêt à encaisser une menace invisible. Il ne cherchait pas à mordre. Il cherchait à échapper à une terreur ancienne, profondément ancrée. À 20 miles de là, sur une route de montagne bordée de pins sombres, un vieux pick-up s'arrêta brusquement. Le moteur toussa une dernière fois avant de s'éteindre, laissant derrière lui un silence presque irréel. Daniel Cross resta immobile, les mains encore posées sur le volant, le regard fixé droit devant lui. Depuis 15 ans, il ne s'arrêtait jamais sans raison. Chaque trajet était calculé, chaque mouvement obéissait à une règle simple. Avancer, ne pas regarder sur les côtés, ne jamais s'impliquer. Pourtant, ce jour-là, quelque chose avait cédé en lui. Une sensation familière, oubliée, avait remonté de ses entrailles jusqu'à sa poitrine, comme un instinct qu'il croyait mort et qui venait de murmurer son nom. Daniel vivait dans les montagnes de Sangre de Cristo depuis 2006. Sa cabane, faite de rondins de pin assombris par le temps, était perchée suffisamment haut pour que le monde ordinaire paraisse lointain et inutile. Là-haut, le silence n'était pas une absence de son, mais une présence lourde, presque palpable. Il s'installait dans chaque recoin, s'accrochait au mur, s'infiltrait dans les pensées. Seul le souffle rauque de la cheminée obstruée par la neige et le grondement occasionnel de son vieux pick-up venaient troubler cette immobilité. La vie de Daniel s'était réduite à des rituels simples et stricts. 4 fois par an, il descendait en ville pour acheter de la farine, du sel, du café, du kérosène et du carburant. Pas de conversation inutile, pas de regard prolongé. Il évitait les questions, les sourires, les tentatives de politesse. Les gens avaient appris à le reconnaître comme l'homme taciturne des montagnes, celui qui repartait toujours aussi vite qu'il arrivait. Il n'expliquait jamais son choix. Il n'en avait pas besoin. Autrefois, il avait été militaire. Plus précisément, maître chien. Son partenaire s'appelait Rex. Ils avaient partagé des terrains brûlants, des nuits sans sommeil et des missions où la confiance n'était pas une option, mais une condition de survie. Rex n'était pas un animal pour Daniel, mais un compagnon, un soldat à part entière. Lorsqu'il était mort en Afghanistan, emporté par une explosion soudaine, quelque chose s'était définitivement brisé en lui. À partir de ce jour, Daniel avait décidé qu'il ne permettrait plus jamais au monde de s'approcher suffisamment pour lui reprendre ce qu'il aimait. C'est pourtant ce monde qu'il retrouvait, malgré lui, en s'arrêtant près de Taos. Le son d'aboiements rauques et désespérés lui parvint avant même qu'il ne voie le véhicule du service de contrôle animalier. Une camionnette blanche était stationnée sur le bas-côté. À côté, un jeune homme tenait son bras bandé contre sa poitrine, le visage pâle, tandis qu'un autre, plus âgé,
aux cheveux grisonnants et au regard fatigué, tentait de rétablir un semblant d'ordre. Les voix se chevauchaient, la tension était palpable. Dans la cage, le chien se déchaînait. De près, Daniel distingua la puissance de son corps, mais aussi ses tremblements incontrôlables. Il vit surtout ses yeux levés vers le ciel, comme s'il attendait une catastrophe imminente. Daniel sentit son estomac se nouer. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu autrefois, juste avant que le sol ne s'ouvre sous ses pieds et que Rex ne disparaisse à jamais. C'était le regard de ceux qui savent que quelque chose d'horrible approche, sans pouvoir l'empêcher. Il aurait pu repartir. C'était ce qu'il faisait toujours. Mais cette fois, il ne put détourner le regard. Il coupa définitivement le moteur, sortit du pick-up et s'approcha lentement. Personne ne lui prêta vraiment attention au début. Il tira un vieux tabouret à 3 pieds de loin de l'arrière de son véhicule et s'assit à une dizaine de pas de la cage. Sans un mot, sans un geste brusque, il ouvrit un livre usé, aux pages jaunies, et se mit à lire comme si le chien n'existait pas. Le berger allemand redoubla de violence. Il frappa la grille encore et encore, haletant, hurlant presque. Daniel ne leva pas les yeux. Il ne tenta ni de calmer, ni de provoquer. Il resta là, immobile, une présence silencieuse au milieu du chaos. Minute après minute, heure après heure, il devint une constante dans le champ de perception du chien. Une chose étrange se produisit alors, imperceptible pour ceux qui passaient à côté sans s'arrêter. Entre 2 assauts contre le métal, le chien marqua une pause, puis une autre. Ses mouvements restèrent frénétiques, mais quelque chose avait changé. Il avait remarqué cet homme qui ne faisait rien. Le soleil commençait à décliner lorsque Daniel referma son livre. Il se leva lentement, sans regarder la cage, remit le tabouret dans son pick-up et repartit. Il n'avait rien promis. Il n'avait rien sauvé. Pourtant, en quittant les lieux, il savait que quelque chose avait commencé. Une infime fissure dans un mur bâti depuis trop longtemps. Derrière lui, dans la cour silencieuse, le chien cessa un instant d'aboyer et suivit du regard la silhouette du pick-up qui s'éloignait, comme s'il venait, pour la première fois depuis longtemps, de remarquer qu'un être humain pouvait rester sans faire mal. Ainsi s'acheva le premier jour. Rien n'était encore gagné. La décision sur le bureau n'avait pas changé. Le temps continuait de s'écouler contre eux. Mais dans le silence retrouvé, une graine invisible venait d'être plantée, prête à germer dans les jours à venir. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne parvienne à dissiper la fraîcheur lourde de la vallée, Daniel revint. La cour était encore à moitié plongée dans l'ombre, l'air immobile, chargé d'une attente presque oppressante. Rien n'avait changé en apparence. La cage était toujours là, posée comme une condamnation au milieu du béton. Les papiers n'avaient pas quitté le bureau où ils avaient été déposés la veille. Pourtant, pour Daniel, quelque chose était différent. Il ne venait plus par hasard, il venait parce qu'il savait que partir serait désormais une fuite. Il s'assit au même endroit, à la même distance, avec la même lenteur calculée. Le tabouret grinça légèrement sous son poids. Il ouvrit le même livre, non parce qu'il avait envie de lire, mais parce que ce geste faisait partie du rituel qu'il était en train de construire, pierre après pierre. Le chien explosa presque aussitôt. Les aboiements remplirent tout l'espace, rauques, désordonnés, chargés d'une colère qui n'était que la forme la plus visible de la peur. Les coups contre la grille reprirent, violents, acharnés, comme si la veille n'avait jamais existé. Daniel ne réagit pas. Il laissa les sons l'envelopper sans y répondre. Son corps restait détendu, ses épaules basses, sa respiration lente. Il savait que le moindre mouvement brusque pouvait détruire ce qui avait commencé à naître. Les minutes passèrent, puis des dizaines de minutes. Le chien continua de lutter contre une menace qui ne se matérialisait jamais. Et peu à peu, comme la veille, des pauses apparurent. Courtes d'abord, presque imperceptibles, puis un peu plus longues. Entre 2 assauts, l'animal restait immobile, les muscles tendus, observant cet homme qui persistait à exister sans lui vouloir du mal. Ce schéma se répéta les jours suivants. Daniel arrivait toujours avant que la cour ne s'anime. Il repartait sans un mot, sans un regard appuyé. Pour ceux qui travaillaient là, il devint une présence étrange, mais régulière. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il faisait. Certains murmuraient qu'il perdait son temps. D'autres voyaient en lui une dernière tentative désespérée, vouée à l'échec. Daniel n'écoutait pas. Il savait que ce qu'il cherchait ne pouvait pas être expliqué avec des mots simples.
Au troisième jour, le changement se produisit. Le chien, épuisé par sa propre vigilance, finit par s'allonger. Son corps restait raide, prêt à bondir, mais il ne frappait plus la grille. Son souffle était lourd, sifflant, irrégulier. Il ne dormait pas vraiment. Il se reposait comme on se repose sur un champ de bataille, un œil toujours ouvert. Daniel ne leva pas la tête. Il continua de lire, conscient que ce moment, aussi fragile qu'une couche de glace fine, pouvait se briser au moindre faux pas. C'est ce jour-là qu'un nom commença à circuler. Dans les dossiers, le chien était identifié par un simple code, une suite de chiffres sans âme. Mais dans les conversations à voix basse, quelqu'un prononça enfin son nom. Beau. Un nom court, presque doux, en décalage total avec l'image de violence qu'on lui attribuait. Daniel l'entendit sans réagir. Il ne le prononça pas. Pas encore. Donner un nom, c'était reconnaître une existence. Il n'était pas prêt à franchir cette étape. C'est aussi ce jour-là qu'il remarqua la jeune femme qu'il observait de loin. Elle s'appelait Mary Hudson. Assistante vétérinaire au refuge, elle avait vu défiler des centaines de chiens, des abandonnés, des blessés, des irrécupérables selon les standards officiels. Beau l'avait marqué dès son arrivée, non par sa force, mais par son regard. Elle reconnut chez Daniel quelque chose de rare. Pas de la pitié, pas de l'autorité, mais une compréhension silencieuse. Un après-midi, alors que Daniel s'apprêtait à repartir, Mary s'approcha avec précaution. Elle tenait une chemise cartonnée contre elle, comme si son contenu était fragile. Sans interrompre le rituel, elle s'arrêta à distance respectable et lui tendit le dossier. Daniel leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il prit la chemise sans poser de questions et s'éloigna, la glissant sous son bras. Ce qu'il découvrit à l'intérieur changea tout. Beau n'était pas un chien errant devenu dangereux par hasard. Il avait été un chien militaire, affecté à une société de sous-traitance privée après sa mise à l'écart officielle. Les rapports faisaient état de missions, d'entraînement intensif, puis d'un abandon brutal lorsque ses réactions étaient devenues trop difficiles à gérer. Pire encore, il y avait des traces de mauvais traitements infligés par son dernier propriétaire, un homme incapable de comprendre qu'on ne désactive pas une âme blessée par la violence. Le diagnostic était clair. Trouble de stress post-traumatique sévère. Les mots frappèrent Daniel avec une force inattendue. Il referma le dossier lentement. Il n'avait pas besoin d'un vétérinaire pour comprendre ce que cela signifiait. Il connaissait ses symptômes. Les sursauts, l'hypervigilance, la panique déclenchée par des sons soudains. Il les portait en lui depuis 15 ans. Une phrase s'imposa à son esprit, lourde et douloureuse. Les soldats ne laissent jamais les leurs derrière eux. Pourtant, Beau avait été abandonné. Et soudain, une pensée qu'il avait refoulée pendant des années remonta à la surface. Avait-il lui aussi abandonné Rex, d'une certaine manière, en survivant là où son partenaire était mort? Cette question le poursuivit toute la nuit. Le lendemain, une nouvelle information circula. L'employé mordu avait exigé une application stricte du protocole. Le délai était fixé. 7 jours. 7 jours pour prouver que Beau pouvait être approché, géré, contrôlé. Passé ce délai, la décision serait exécutée. La sentence prenait une forme concrète, mesurable. Le temps devint un ennemi. Daniel comprit alors que rester assis en silence ne suffirait plus, même si ce silence avait été la clé du premier verrou. Il continuerait. Il viendrait chaque jour avant l'aube, quoi qu'il arrive. Pas pour défier le système, mais pour offrir à Beau ce que personne ne lui avait laissé jusque-là. Du temps, de la constance, et une présence qui ne disparaîtrait pas au premier signe de difficulté. Lorsqu'il s'assit ce soir-là, le soleil déjà bas, Beau leva brièvement la tête et fixa Daniel. Le regard était encore chargé de méfiance, mais il n'y avait plus cette fureur aveugle des premiers jours. Daniel sentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Le compte à rebours avait commencé, et pour la première fois depuis longtemps, il acceptait de ne plus fuir ce qui venait. À partir de ce matin-là, le temps changea de nature. Il ne s'écoulait plus librement, indifférent aux hommes et aux bêtes. Il se mit à peser, à presser, à compter. Daniel arriva avant l'aube, comme il se l'était promis. Le ciel était encore sombre, traversé de nuages bas, et l'air froid mordait la peau. La cour du refuge semblait endormie, figée dans une attente silencieuse. Pourtant, pour Daniel, chaque pas résonnait comme une décision irrévocable. Il savait désormais qu'il ne venait plus seulement pour Beau.
Il venait aussi pour lui-même. Il s'installa à sa place habituelle, mais quelque chose avait changé dans sa posture. Son corps restait calme, mais son attention était plus aiguisée, presque douloureuse. Il observait sans regarder directement, sentait chaque mouvement, chaque souffle. Beau était déjà éveillé. Le chien ne se jeta pas immédiatement contre la grille. Il resta debout, tendu, les oreilles droites, suivant Daniel du regard. Cette retenue, minuscule mais réelle, était le fruit des jours précédents. Daniel ne chercha pas à l'exploiter. Il la respecta, conscient que la moindre précipitation pourrait réduire à néant ce fragile équilibre. Les jours suivants s'organisèrent autour d'un même rythme. Daniel arrivait tôt, repartait tard, parfois avant même que les employés n'aient commencé leur journée. Il travaillait sans mots, sans gestes inutiles. Il se rapprochait d'un pas, puis s'arrêtait. Il restait immobile, puis s'éloignait. Il laissait Beau sentir sa présence sans jamais l'imposer. Peu à peu, il introduisit des éléments du monde réel. Des objets ordinaires, des odeurs humaines, des sons contrôlés. Chaque réaction de Beau était observée, enregistrée, respectée. Lorsque le chien se crispait, Daniel faisait un pas en arrière. Lorsqu'il supportait, Daniel restait. Dans le refuge, les tensions montaient. Les regards se faisaient plus insistants, les conversations plus courtes. L'homme qui avait été mordu passait parfois devant la cage, raide, les mâchoires serrées. Sa peur s'était transformée en colère. Pour lui, Beau n'était plus un être blessé, mais un danger permanent, une menace qu'il fallait éliminer avant qu'elle ne frappe à nouveau. Daniel sentait cette hostilité, même sans la voir. Elle flottait dans l'air, lourde et oppressante. Mary, elle, continuait de croire. Elle observait Beau avec une attention presque maternelle, notant chaque progrès, aussi infime soit-il. Elle échangeait parfois un regard avec Daniel, sans parler. Ils savaient tous deux que les mots seraient insuffisants pour convaincre ceux qui attendaient des résultats rapides et visibles. La confiance ne se mesurait pas avec des statistiques. Le 6e jour arriva sans fanfare. Le ciel était clair, la lumière froide. Daniel sentit une tension particulière en entrant dans la cour, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Beau était debout près de la grille, immobile. Lorsqu'il vit Daniel s'approcher, il ne recula pas. Ses muscles étaient toujours prêts à réagir, mais il n'y avait plus cette explosion immédiate de violence. Daniel s'assit lentement. Il posa le livre sur ses genoux, mais ne l'ouvrit pas. Il attendit. Le moment se produisit sans bruit. Beau fit un pas, puis un autre. Ses mouvements étaient hésitants, presque imperceptibles. Il s'approcha de la grille, s'arrêta, recula d'un souffle, puis avança de nouveau. Daniel sentit son cœur s'emballer, mais il garda son corps parfaitement immobile. Le museau du chien se posa contre le métal, juste à l'endroit où la main de Daniel reposait de l'autre côté. Ils ne se touchèrent pas. Il n'y eut pas de geste héroïque, pas de victoire éclatante. Juste ce contact indirect, fragile comme une promesse murmurée. Daniel ferma les yeux un instant. Il savait que ce qu'il venait de se passer ne pouvait être forcé ni répété sur commande. C'était un instant suspendu, né de la patience et du respect. Il resta encore longtemps après, sans bouger, laissant Beau décider quand se retirer. Lorsque le chien recula enfin, Daniel ne tenta rien. Il se leva plus tard comme toujours et repartit. La nuit suivante brisa tout. Le ciel s'assombrit brusquement, chargé d'électricité. Les premières gouttes tombèrent, lourdes, rapides. Puis le tonnerre éclata. Un grondement profond, violent, qui sembla fendre la montagne elle-même. Dans sa cabane, Daniel se figea. Son corps réagit avant sa pensée. Le sol sembla vibrer sous lui. L'air se contracta. Une lumière blanche traversa son esprit, suivie d'un fracas assourdissant. Il était de nouveau là-bas. La poussière, la chaleur, le souffle de l'explosion. Il s'effondra sur le sol, les mains plaquées contre les oreilles, incapable de distinguer le présent du passé. Au refuge, Beau vécut sa propre guerre. Chaque coup de tonnerre était une détonation. Chaque éclair, une menace. Pris de panique, il se rua contre la porte de l'enclos. La grille, fragilisée par les jours de coups, céda. Beau s'élança dans la nuit, aveuglé par la peur, fuyant sans direction, guidé uniquement par l'instinct de survie. Lorsque l'aube se leva, le refuge était en état d'alerte. Mary appela Daniel d'une voix tremblante. Les mots sortirent difficilement, comme s'ils refusèrent d'exister. Beau avait disparu. Et pire encore, l'homme qui avait exigé son euthanasie était parti avec une arme.
La peur venait de se transformer en chasse. Daniel arriva au point de rassemblement sans dire un mot. Au pied d'une ancienne mine abandonnée, plusieurs silhouettes s'étaient regroupées. Le directeur du refuge, épuisé, tentait de maintenir un semblant de contrôle. Les jeunes officiers observaient les environs, nerveux. L'homme armé respirait fort, les yeux brillants d'une détermination dangereuse. Daniel comprit immédiatement que s'il ne faisait rien, la situation dégénérerait en tragédie. Le directeur se plaça entre l'arme et le sentier qui menait dans la montagne. Sa voix était ferme, malgré la fatigue. Il déclara qu'il prenait la responsabilité. Daniel aurait 24 heures, une seule journée pour retrouver Beau et le ramener vivant. Passé ce délai, plus personne ne pourrait empêcher l'irréparable. Daniel hocha la tête. Il n'argumenta pas. Il tourna les talons et s'engagea sur le chemin, le regard fixé devant lui. La nuit précédente avait tout brisé, mais elle avait aussi révélé une vérité simple et brutale. Il ne pouvait plus reculer. Le compte à rebours était terminé. Désormais, chaque pas le rapprochait soit du salut, soit de la perte définitive. Daniel s'enfonça dans la montagne sans se retourner. Derrière lui, les voix, les moteurs, les regards chargés de peur et de colère s'effaçaient peu à peu, remplacés par le souffle du vent et le craquement de la terre sous ses pas. Ici, il n'y avait plus de règles écrites, plus de protocoles, ni de décisions administratives. Il n'y avait que la trace laissée par un animal en fuite et la responsabilité d'un homme qui avait choisi d'aller jusqu'au bout. Il savait lire le terrain. La boue encore humide gardait l'empreinte confuse de pattes désordonnées, glissant parfois, se redressant ailleurs. Des branches basses avaient été brisées, des buissons écartés avec violence. Beau n'avait pas fui calmement. Il avait couru comme on fuit une explosion, sans réfléchir à la direction, uniquement poussé par l'urgence de survivre. Daniel suivait ces signes avec une attention presque douloureuse. Chaque trace lui confirmait que le chien n'était pas loin, mais aussi qu'il s'était enfoncé dans une zone dangereuse. La pente devenait plus raide. Les arbres se faisaient plus clairsemés, le sol plus instable. Devant lui se dessinait l'entrée d'un ancien site minier, abandonné depuis des décennies. Daniel connaissait cet endroit. Dans sa jeunesse, il y était venu par curiosité, ignorant alors que ce lieu deviendrait un jour le théâtre d'une épreuve décisive. Il ralentit, observant les alentours. Les traces menaient droit vers le creux sombre. Il appela doucement, sans élever la voix. Pas un ordre, pas une injonction, un simple appel, presque un souffle. En réponse, un grognement sourd monta des profondeurs. Daniel sentit son estomac se contracter. Beau était là. Il s'approcha prudemment du bord. En contrebas, dans une fissure étroite de la roche, il distingua la silhouette du chien. Beau était coincé. Sa patte arrière était prise entre des barres métalliques rouillées, vestiges d'un ancien équipement minier. Son corps tremblait, non seulement de douleur, mais de peur. Chaque bruit venant d'en haut le faisait sursauter. Pour lui, tout ce qui approchait représentait une menace potentielle. Daniel commença la descente avec précaution. La terre glissait sous ses bottes, les pierres se détachaient facilement. Il se blessa aux mains, la peau se déchirant contre la roche, mais il n'y prêta aucune attention. Il avançait lentement, contrôlant chacun de ses gestes. Il savait que le moindre mouvement brusque pouvait provoquer une réaction violente de Beau. Arrivé à une distance raisonnable, il s'arrêta. Beau grogna plus fort, les crocs visibles, les yeux brillants de panique. Daniel ne répondit pas à cette menace. Il s'assit simplement sur une pierre, à la même hauteur que le chien, reproduisant le geste qui avait tout déclenché des jours plus tôt. Il ne chercha pas à le toucher. Il ne tendit pas la main. Il resta là. Puis lentement, il sortit un morceau de tissu de sa poche et commença à bander sa propre main ensanglantée. Le geste était délibéré, presque cérémoniel. Beau observa. Son grognement devint hésitant. Daniel ne regardait pas directement le chien, mais il sentait chaque variation de sa respiration. Il savait que Beau comprenait. Devant lui se tenait un être blessé, vulnérable, qui ne cherchait pas à dominer. Le temps sembla se dilater. Lorsque Daniel se leva enfin pour s'approcher, Beau ne recula pas. Il tremblait toujours, mais sa résistance s'était fissurée. Daniel parla à voix basse, sans mots précis, laissant le ton porter le message. Il s'agenouilla près de la patte coincée et travailla lentement, avec une patience infinie. Chaque mouvement arrachait un gémissement au chien, mais il ne tenta pas de mordre. La douleur était réelle, mais la peur, pour la première fois, n'était plus totale.
Lorsque la patte fut enfin libérée, Daniel resta immobile. Il savait que ce moment était dangereux. Bo était libre, blessé, encore imprévisible. Pourtant, au lieu de s'enfuir, le chien resta là, haletant, son corps appuyé contre la paroi rocheuse. Ils se regardèrent brièvement. Ce regard ne contenait plus de défi, seulement une compréhension muette. La remontée fut lente, presque irréelle. Bo avançait difficilement, posant sa patte blessée avec précaution. Daniel restait à ses côtés, prêt à le soutenir. À plusieurs reprises, ils durent s'arrêter. La fatigue pesait sur eux deux, mais aucun ne renonça. Un pas après l'autre, ils sortirent enfin de la fissure et retrouvèrent la lumière. Au pied de la colline, les silhouettes apparurent. Mary courut vers eux, les larmes aux yeux, incapable de retenir son soulagement. Le directeur du refuge resta immobile, observant la scène avec un respect silencieux. L'homme armé baissa lentement son regard. Sa peur, confrontée à la réalité vivante de Bo, perdit de sa force. Il n'y eut pas de mots. Il n'en fallait pas. Bo fut transporté à la clinique. Sa patte fut soignée, suturée. La douleur diminua, même si la blessure laisserait une trace durable. Mais cette trace n'était plus une condamnation. Elle devenait un souvenir, un témoignage de ce qu'il avait traversé. Les semaines suivantes transformèrent tout. Daniel n'était plus l'homme caché dans les montagnes. Il s'installa dans l'ancienne maison du gardien du refuge, acceptant une proximité avec le monde qu'il avait fui pendant si longtemps. Bo, souvent couché sur le perron, levait la tête chaque fois qu'il entendait ses pas. Une confiance nouvelle s'installait, discrète mais solide. Daniel commença à travailler avec les chiens les plus difficiles, ceux que l'on disait irrécupérables. Il ne promettait pas de miracle. Il offrait du temps, du calme, une présence. Bo, malgré sa démarche encore imparfaite, restait souvent à ses côtés. Sa simple existence prouvait que la guérison n'était pas une illusion. Le programme qu'ils lancèrent s'appela « Guerriers et conducteurs ». Des chiens marqués par la violence et des humains brisés par le passé apprenaient à avancer ensemble. Lors de la première séance, Bo s'approcha de Daniel et posa sa tête sur ses genoux, comme il l'avait fait, d'une certaine manière, au fond de la mine. Daniel ferma les yeux. Il comprit alors qu'il ne vivait plus dans l'ombre de ce qu'il avait perdu. Lorsque la première neige tomba, Daniel sortit sur le perron. Bo vint s'allonger près de lui, respirant l'air froid avec calme. Le silence qui les entourait n'était plus une fuite, mais une paix retrouvée. Ils avaient tous deux connu la guerre. Ils étaient tombés, ils s'étaient relevés, et surtout, ils s'étaient trouvés au moment où tout semblait perdu. Parfois, la vie nous envoie ceux que nous croyons devoir sauver. Mais bien souvent, ce sont eux qui nous sauvent. Si cette histoire vous a touché, soutenez la chaîne. Cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer la prochaine partie. Regardez nos autres vidéos, de nouvelles révélations et des rebondissements inattendus vous y attendent déjà. Partagez cette vidéo, elle pourrait vraiment aider quelqu'un en ce moment. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Il est important pour nous de voir jusqu'où nos histoires voyagent.